Et nous invitons tout de suite Dr Félix Benaïbouche. Voilà. Donc il va nous parler de la cure de Synéchie. Merci Madame la Présidente. Je remercie d'abord mes amis, le docteur Bachir Zouaoui et le docteur Khaled Mahmoud, qui me donnent ce grand plaisir et cet honneur d'être parmi vous et de présenter un sujet qui me paraît très intéressant. Alors, vous savez très bien qu'il a été décrit par Fritsch dans les années 1894, mais c'est Aschermann qui fut le premier à publier la première série de syndrome d'Aschermann. Et vous savez que c'est un accolement qui est partiel ou total, parce qu'on a tendance à dire Aschermann c'est total. Non, quand on parle de syndrome d'Aschermann, c'est un accolement qui est partiel ou total, et c'est dû à une agression de la muqueuse endométrielle, comme vous allez le voir. Alors, sa prévalence est très difficile à évaluer du fait de la difficulté du diagnostic, du fait de la difficulté de la prise en charge, qui est parfois longue et coûteuse, et surtout du pronostic qui, comme vous allez le voir, dépend des stages de l'évolution de ces synéchies. Et c'est pour ça que vous voyez que la prévalence est entre 3 et 45%. L'intervalle est quand même important. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une altération de l'épithélium, donc de l'endomètre, et donc c'est pratiquement une quasi-destruction de cet épithélium qui est remplacé par de la fibrose et qui est avasculaire. Alors, pour les chirurgiens que nous sommes, on est content que ce soit avasculaire parce que ça ne saigne pas, mais en fait, c'est ça tout le problème parce qu'il y a des difficultés de régénération et des difficultés de cicatrisation donc de cet endomètre quand il a la malchance d'être touché. Donc les facteurs de risque, il faut les connaître parce que c'est en fait ça qu'il faut connaître pour les prévenir. Donc nous avons deux grandes causes, donc les causes gravidiques et les causes non gravidiques. Alors en 2018, je pense que avec l'évolution de l'hystéroscopie et de l'office hystéroscopie qui est accessible en cabinet, je pense qu'il faut abolir les curetages. Même dans les rétentions trophoblastiques, vous savez très bien que ça se fait. Comme vous voyez ici, c'est la grande pourvoyeuse des synéchies. Les césariennes donnent 2%. Alors, quand on est de garde à 3 heures du matin, je comprends qu'on fait tout ce qu'il faut pour sauver la mère avec toutes les manœuvres endo-utérines et les techniques chirurgicales, notamment le bilinge, mais il faut savoir qu'il est génératrice de synéchie et qu'il faut éventuellement donc évaluer cette cavité par la suite. Il y a aussi toutes les causes non gravité. Je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie, mais en Algérie, il semblerait qu'il y ait une recrudescence de la tuberculose, donc il faut toujours y penser à toutes les infections, mais notamment la tuberculose. La chirurgie utérine, on est très agressif et donc on fait de plus en plus d'interventions. Vous voyez que la myomectomie, comme vous allez voir dans presque toutes les séries, c'est la première cause pourvoyeuse de synéchie. La métrectomie, maintenant, pour les adénomyoses, en cas de désir de fertilité, on essaye d'être le plus conservateur possible. Donc, il faut savoir que c'est source aussi de synéchie. Les embolisations artérielles également. Et aussi l'hystéroscopie opératoire. C'est vrai qu'elle rend beaucoup de services, elle traite beaucoup de pathologies et règle beaucoup de problèmes d'infertilité, mais elle est pourvoyeuse, comme vous allez voir, de synéchie. Donc, dans le tableau, vous avez donc les deux causes principales. Vous voyez que les avortements, c'est pratiquement 70%, et les myomectomies, pratiquement 45%. Dans notre modeste étude de 192 synéchies en rétrospective, vous voyez que les curetages se taillent la part du lion, pratiquement plus de la moitié des cas, ce sont les curetages. Les césariennes, alors que dans les séries, c'est 2%, il semblerait qu'on a des problèmes en Algérie et qu'il y a dans notre série 30%, et on a seulement 12% pour les myomectomies. Alors, pour les hystéroscopies opératoires, on a dit que
Alors, c'est très difficile d'évaluer la prévalence parce que ça dépend des stages. On ne sait pas la synéchie type 1, la myomectomie, qu'est-ce qu'elle donne comme synéchie, type 1, type 2, et ça dépend aussi de la méthode opératoire. Mais il faut savoir que les plus grandes génératrices de synéchie, c'est surtout les myomes. Les synéchies, donc, c'est la reformation des synéchies. Il faut savoir que les cloisons sont très peu adhésiogènes. Il n'y a pas eu d'évaluation des résections superficielles, mais il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une seule étude de Fernandez. Il semblerait qu'il n'a pas de synéchie. Alors, je vous avais dit que ça dépend aussi des instruments qu'on utilise. Mais c'est, encore une fois, en hystéroscopie, tout est pratiquement neuf. C'est plus le bon sens qu'une évidence base médecine. Donc, il semblerait que les mécaniques sont plus sécurisantes que d'utiliser la bipolaire, et la bipolaire, c'est plus sécurisante que d'utiliser le laser. Alors, s'il y a quasi-consensus, c'est d'éviter d'utiliser le monopolaire. Le monopolaire est vraiment négatif pour les synéchies. Alors, bon, on essaye d'avoir des recommandations. Vous savez, on est aidé par les recommandations. On n'en a pas trouvé. On a trouvé une seule, c'est en 2017. C'est l'AGL, l'Association américaine de gynécologues laparoscopiques et l'European Society of Gynecology Endoscopists, qui dit qu'il semblerait que le risque apparaît plus grand lorsqu'on utilise l'électrochirurgie. Et vous voyez qu'ils sont très prudents, ils n'utilisent pas le terme bipolaire ou monopolaire. Alors, il faut savoir que même une synéchie, c'est une étude de notre ami Perrine Kapmas, publiée en 2018, qui montre qu'il y a un risque relatif de pratiquement 2,5 lorsqu'on ouvre la cavité utérine, et surtout que les synéchies sont complexes avec un odds ratio pratiquement de 6 fois, ce qui est très important. Donc, même quand vous faites une laparotomie, une myomectomie laparotomique, il faut penser à réévaluer la cavité utérine par la suite. Les circonstances de découverte sont connues, mais c'est le couple aménorrhée ou l'égoménorrhée et l'infertilité qui se taille la part du lion. Mais on a trouvé aussi des synéchies asymptomatiques où parfois on les découvre au décours des complications obstétricales. Dans notre série, vous voyez que l'infertilité, mais en fait c'est un billet de recrutement, nous sommes référents en chargé de la fertilité, donc forcément on a plus de fertilité. Alors cette fertilité est-elle altérée ou pas? Il n'y a toujours pas d'évidence, mais le bon sens dit que en rapport avec le défaut d'implantation de l'embryon et l'altération de la migration des spermatozoïdes, elle ne peut pas se faire avec un endomètre qui est altéré, et les fameuses altérations vasculaires, et donc il y a une mauvaise cicatrisation et une mauvaise régénération de l'endomètre, et bien entendu, vous savez que la synéchie réduit la taille de la cavité et donc peut être plus responsable de fausses couches que d'infertilité. Alors, je suis pas très d'accord avec l'orateur précédent qui dit que l'hystérosalpingographie est un bon examen d'évaluation de la cavité utérine. Je crois que les études montrent qu'elle a une très faible valeur diagnostique pour les pathologies utérines. Et pour le moment, c'est l'hystérosono telle qu'a été décrite par M. Zuiten et l'hystéroscopie qui en sont le gold standard. Mais c'est vrai que en reste, vous allez voir que dans notre série, par exemple, et même dans la série de Zehiwa en 2003, 80% des synéchies ont été diagnostiquées par l'hystérosalpingographie. Je pense que c'était un défaut de maîtrise des autres techniques. Donc l'hystérosalpingographie, c'est toutes les déformations de la cavité, toutes les fameuses images de soustraction et les images en doigt de gond. Mais il faut savoir que l'hystérosalpingographie est reléguée à la perméabilité du verre, et encore, l'icosie, comme a décrit M. Zuiten, prend de plus en plus d'importance. En Belgique, par exemple, elle passe en première ligne avant l'hystérosalpingographie. Voilà donc les images qu'on peut avoir. Ce sont des lacunes. Faites attention avec le diagnostic différentiel de polype. Cette lacune va se remplir. Les passages vasculaires, ça c'est typique
d'une synéchie tuberculeuse, et vous savez très bien que la synéchie tuberculeuse est au-dessous de toute ressource thérapeutique, donc on ne peut pas en faire, mais toute déformation, voilà, ici il y a une petite déformation, probablement il y a une synéchie marginale. Alors l'échographie, ça a été dit, voilà, par exemple, il y a une étude qui a été publiée en 2018 par Adaouni, qui montre que tout endomètre inférieur à 5 mm au 15e jour, il a fait une étude comparative de mesure de l'endomètre avant et après, et il trouve que moins de 5 mm, il faut déjà penser à la synéchie. 5 mm en post-ovulatoire. Bon, il ne faut pas faire 5 mm à la première phase du cycle. Et puis, vous voyez les images de synéchie à l'échographie. On n'a pas vraiment besoin toujours d'une hystérosonographie. L'échographie peut le voir. Voilà, ici, on suit l'écho-médion et après, il y a une interruption, probablement qu'il s'agit d'une synéchie ismique. Et au-dessus, si on voit que la cavité en haut, on a l'impression que la cavité est normale. Par contre, parfois, c'est très subtil. Vous voyez que les deux régions cornéales, quand vous avez une parfaite coupe frontale, vous devriez avoir les deux régions ostiales comme ça. Et quand un bord est émoussé ou une corne est émoussée, il faut penser à l'hystéro, à une synéchie. Vous voyez que des études parlent d'une sensibilité jusqu'à 100% pour les synéchies. Alors, le gold standard, c'est bien entendu l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de diagnostiquer, de voir qu'il y a vraiment des synéchies, donc elle confirme le diagnostic. Elle précise l'état muqueux. Vous voyez qu'il y a vous allez voir le ciseau. Voilà, ça c'est très blanc, c'est très difficile. Donc là, c'est fibreux, donc ça permet de préciser le caractère de la synéchie. Et il permet aussi d'évaluer l'endomètre adjacent, ce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on peut prédire la reconstruction et la régénération de l'endomètre. Et surtout, poser un pronostic, discuter avec la patiente des différentes possibilités thérapeutiques et d'un pronostic en fonction de la situation de ces synéchies par rapport aux ostia et discuter de toutes les possibilités opératoires. Vous voyez que j'avais dit que ce n'était pas le gold standard, l'hystérosalpingographie, mais nous aussi, nous avons pratiquement 60% parce qu'en fait, elles viennent pour infertilité et le diagnostic est déjà fait. Alors, toutes les classifications sont bonnes à apprendre, à utiliser. Il y en a eu plusieurs. Elles ont le mérite d'exister, mais en fait, la première, c'est March en 1978, mais celles qui font un petit peu consensus, c'est celle de l'European Society for Hystéroscopy en 1995. Pourquoi? Parce qu'elle prend en considération et l'hystérosalpingographie et l'hystéroscopie, et ça donne un meilleur pronostic, alors que l'American Fertility Society, elle prend en considération aussi les menstruations, le modèle menstruel, et donc c'est directement un élément pronostic. Voilà les différentes classifications. Donc vous voyez bien que c'est les adhérences fines ou membraneuses qui sont levées par l'hystéroscope et qui peuvent se faire en consultation. Lorsqu'elles ne sont pas levées, c'est des grades 2. Et après, en fonction de l'apparition d'un ou des deux ostiomes, on parle de grade 3 ou grade 4. Alors voilà, l'American Fertilité, il y a en plus le modèle menstruel. Voilà quelques images de synéchie simple. Voilà, c'est une synéchie récente, ancienne, mais elle n'est pas étendue, elle est un peu plus fibreuse ici, mais la cavité, quand on explore, elle est normale. L'ostium est visualisé ici, elle est au niveau de la région ostiale. Là, vous voyez que la cavité est réduite, pratiquement tout le fond utérin n'est pas visualisé, et voilà à la fin de l'intervention. Ici, c'est une type 3 parce que vous avez un seul ostium qui est visible et l'autre ostium n'est pas visible et on peut l'avoir par la suite. Alors, j'ai appelé ça les cas désespérés, c'est les tuberculoses dont on a parlé parce qu'elles n'ont pas de ressources thérapeutiques, et celles-là aussi, les fameuses synéchies complètes,
dans lequel, regardez, quand on les opère, on sort très content du bloc parce qu'on a restitué la cavité, mais en fait, vous refaites une hystéroscopie 6 à 8 semaines après, il y a une refermeture totale de la cavité. Par contre, là, c'est déprimant et il se posera la question à quel moment il faut s'arrêter. Dans notre étude, pratiquement 5 ans plus de la moitié sont modérés. On a eu quand même un tiers qui sont sévères. Donc, quel est donc l'intérêt du traitement, les principes du traitement? C'est vrai qu'on essaye de restaurer la cavité autant que faire se peut et la plus complète possible, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours facile. Mais l'objectif, et ça il faut le discuter avec la patiente, c'est de restaurer la menstruation, c'est déjà beaucoup de restaurer la menstruation, et éventuellement de restaurer la fertilité. Mais dans le traitement, les questions qui se posent, est-ce qu'il va y avoir une récidive? Comment faut-il pour la prévenir? Et bien sûr, discuter de l'accouchement et des modalités de l'accouchement. Pour les traiter, on a plusieurs armes thérapeutiques, c'est toujours par hystéroscopie bien sûr. Donc vous avez les ciseaux mécaniques sans aucune énergie, il semblerait que ce sont les moins adhésiogènes, donc c'est celles qui font le moins de reformation. Il y a les électrodes bipolaires que vous voyez ici, mais il faut savoir que celles qu'on utilise pour l'appareil que nous ne disposons pas en Algérie, donc moi j'ai pu avoir ces petites pointes bipolaires, mais franchement c'est bon pour la coagulation, pour les sections c'est difficile, c'est pour ça que nous faisons pratiquement tout par ciseaux froids. Alors, on parlera de l'intérêt de l'icoguidage et de l'abolition en principe de la moindre monopolaire. Elle a un petit film, c'est une petite sénichie, c'est une ophicystéroscopie, donc sans anesthésie. Elle est juste après un traitement d'une ismocèle et on peut la lever directement par le biseau de l'endoscope. On n'a pas besoin. Alors là, faites très attention, là, regardez, on rentre avec l'hystéroscope, regardez au fond, on voit bien les sénichies, et hop, elle s'est levée. C'est juste l'hyperpression utérine qui a fait qu'on a levé. Donc, on n'avait pas d'ostium, on les avait classées grade 3, mais finalement, elles étaient lâches, il fallait juste mettre un peu de pression. Un peu plus difficile, plus avancé, ce sont les sinuscies esmiques. Et encore là, on a un petit peu l'accès à la cavité. Mais il faut, en fait, le message, c'est quand vous faites une hystéroscopie, on a souvent tendance à vouloir rentrer dans la cavité et on peut passer à côté des synéchies qui sont basses situées. Voilà une synéchie. C'est déjà un petit peu rétréci au niveau de l'orifice interne, une synéchie qui est fibreuse, qui occupe toute l'hémicavité gauche. On commence à couper, on est un peu au début dans l'aveugle, mais on est guidé par l'endomètre que vous voyez. Voilà. Et donc, il faut faire plutôt... Alors, il y a des gens qui parlent de résection, mais en fait, ce sont des sections de la sénichie plutôt que des résections. Et quand on arrive à avoir des vaisseaux sanguins, il faut se dire qu'on est près du myomètre. Ce n'est pas une honte de dire on arrête et la faire en plusieurs procédures par la suite. Et la fin de l'intervention, vous voyez que les deux ostiomes qu'on n'arrivait pas, dans celui-là on le voyait, mais l'autre on ne le voyait pas, et le résultat est très bon. Là aussi, c'est une synéchie type 3 qui prend la moitié de la cavité utérine. On explore, on essaye de voir les ostiomes, les ostia, voilà, il y a un ostium à ce niveau-là, et on attaque avec les ciseaux. Alors on utilise pratiquement exclusivement le ciseau froid tant que c'est possible. Voilà. Et là, il faut ce genre de ciseaux, il faut utiliser le mort qui est amovible pour ne pas vous gêner la vision. Alors, un peu plus difficile là, regardez, c'est une synéchie en doigt de gond. On n'arrive pas à rentrer, on a du mal. Là, il ne faut pas couper à l'aveugle, il faut essayer de disséquer. Voilà, on ouvre les ciseaux, on essaye de voir s'il y a une ouverture, un petit coup de ciseau et on rentre dans la cavité utérine.
dans une cavité utérine, en fait, c'est la fameuse image échographique qu'on a vue tout à l'heure, c'est toute l'isthme qui était touchée. Et après, à l'intérieur, vous avez des synéchies vélamenteuses qu'on a coupées. Faites attention à ces petites images jaunâtres qui peuvent être tuberculeuses. Dans ce cas-là, on a prélevé. Une synéchie totale, c'est là, pratiquement, on coupe à l'aveugle. Regardez, voilà, on essaye de disséquer sans couper pour qu'on trouve un accès. Et puis on voit des îlots d'endomètres, des petites, c'est comme une ruche. Vous avez des espaces dans lesquels il y a de l'endomètre. Et quand vous avez de l'endomètre, il faut être rassuré, vous pouvez coûter, vous pouvez couper, et vous pouvez essayer d'agrandir votre cavité, et le résultat, il est très bon à la fin. C'est juste pour vous dire qu'on peut utiliser les couteaux, mais en bipolaire. Ça, c'est dans les synéchies marginales, mais honnêtement, il vaut mieux utiliser les ciseaux. Alors, l'éco-guidage, vous voyez bien qu'il ne prévient pas contre les synéchies, mais il diminue de façon très significative le risque de perforation, parce que c'est la complication, c'est the complication des synéchies, mais c'est vrai que c'est coûteux d'avoir un échographe en salle opératoire. Nous n'avons pas la chance de l'avoir. Alors, quel est l'intérêt de l'éco-guidage? Il faut localiser le plan médian initial. C'est ça la plus grande difficulté. Et puis, il faut essayer de localiser les alvéoles muqueuses persistantes et de voir les ostia. Voilà. Alors, les résultats, vous voyez, ça dépend du stage. Dans notre série, nous avons eu 25% de grossesse évolutive avec 6 patientes sur 25. Nous n'avons exploité ce que 127 dossiers sur 192, mais il faut faire attention aux accrétas parce que c'est quand même des complications dangereuses. Donc, on a dit que les complications dans les synéchies, c'est 2 à 10%, c'est énorme, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de faire l'éco-guidage et de faire par un hystéroscopiste entraîné, expert. Voilà, nous avons eu 3 perforations et nous avons eu un placenta accreta. Il y a une prévalence de 1 à 8% d'accreta. La reformation des synéchies pour la prévention, c'est de 21 à 50%. On parle de 3 procédures, mais l'essentiel, c'est d'informer la patiente et de discuter quand faut-il arrêter et la prévenir qu'on peut aller. Il y a des études où ils vont jusqu'à 7, 8 procédures. Pour notre part, nous avons eu 4 procédures et dans la moitié des cas, il n'a suffi que d'une seule procédure. Le débat, c'est avec les centres de PMA qui demandent à ce qu'on fasse pratiquement une restitution ad intégrante de la cavité. Ce n'est pas toujours possible. Il suffit d'avoir une cavité ample pour le développement de la grossesse. Alors, toute la littérature sur la prévention des synéchies est très décevante, que ce soit pour le stérilet, que ce soit pour tous les traitements médicaux, notamment les oestrogènes, que ce soit pour les dispositifs intra-utérins, la sonde de Foley ou bien le ballonnet de Bacry. Pas d'évidence pour le traitement médical, mais nous l'utilisons. Pas d'évidence aucune pour le stérilet, et encore certains l'interdisent parce qu'il y a une réaction inflammatoire et la synéchie commence par une réaction inflammatoire. Il semblerait qu'il y ait plus de synéchie. Par contre, la sonde de Foley, les études sont de plus en plus encourageantes et elles diminuent de moitié les synéchies. Et comparé au stérilet, il n'y a pas photo. Donc les barrières, alors c'est un grand débat aussi, il n'y a aucune recommandation et aucune évidence pour dire que ça donne moins de synéchie. Même si vous avez trouvé des études qui disent la chose et son contraire. Voilà, alors nous rejoignons un des pionniers de l'hystéroscopie, Despiezio en Italie, qui recommande pour éviter les synéchies, d'éviter l'électrochirurgie et d'endommager autant que possible l'endomètre. Donc soyez gentils avec l'endomètre. Faire une hystéroscopie après, c'est la seule
qui est recommandée. Alors beaucoup maintenant parlent, il faut la faire, Despiezio dit qu'il faut la faire 2 à 3 semaines, mais il n'y a pas d'évidence là aussi. Les barrières, même s'il y a un effet clinique qui est bénéfique, il n'y a pas d'évidence, et l'hormonothérapie et l'antibiothérapie n'ont pas été évaluées. Je conclus que les manœuvres endo-utérines d'origine obstétricale infectieuse ou chirurgicale sont des facteurs étiologiques de l'apparition des synéchies. Le curetage utérin doit être évité autant que possible. La sensibilisation du personnel soignant et l'évaluation de la cavité utérine après tout acte chirurgical sur l'utérus permettra une prévention primaire afin de limiter la prévalence. Un dépistage des synéchies est faisable par l'échographie et l'hystérosonographie. L'hystéroscopie est le gold standard pour un diagnostic précis, un pronostic adéquat afin d'instituer une stratégie thérapeutique adaptée, précoce, sûre et efficace. Le traitement hystéroscopique est efficace et permet la restauration d'abord de la menstruation et de la fertilité. L'écoguidage, la rigueur dans la technique opératoire, l'utilisation de l'énergie mécanique sont les critères de réussite de la procédure hystéroscopique. Il n'y a aucune évidence sur la prévention de la reformation des synéchies. L'hystéroscopie en cabinet doit être privilégiée 6 à 8 semaines pour le moment. On attendra les études pour les hystéroscopies précoces. Une prise en charge spécifique de la grossesse après cure de synéchie permettra de prévenir et d'anticiper la prise en charge éventuelle de la prématurité et d'accrétisation. Je vous invite tous à notre congrès le 13 et 14 septembre à Alger. Je vous remercie. Merci.